Moi, je suis né dans une famille nombreuse, 6 garçons. Mes parents, ils étaient analphabètes. Je commençais à dessiner quand j'étais petit, vers 8 ou 9 ans. Mes parents, ils n'étaient pas contents de ça. Ils ne croyaient pas que ça, c'est un métier, ça, c'est quelque chose de sérieux pour un garçon. Mais pour moi, je savais que j'ai un talent. Quand je dessine, je suis heureux. Nos histoires personnelles nous façonnent. Être né quelque part, avoir grandi dans tel contexte, marché dans tel paysage, vécu sous telle latitude. Mais pas que. Avoir aimé, avoir vécu des expériences, des joies, des douleurs. Avoir appris un métier, rencontré d'autres humains. Ça construit une vie, un récit personnel, mais pas que. Lorsque ces vies et ces récits s'enchevêtrent, s'entremêlent, ça crée une histoire commune, une société, un monde. Et parfois, il est bon que quelqu'un se raconte, offre son histoire, comme une lueur qui aide à entrer dans l'universel, à comprendre le monde que nous tissons ensemble. Dans le podcast « Mais pas que », on se met à l'écoute de ces autres, dont les récits peuvent nous changer à jamais. Ali, première. Je m'appelle Ali, mon nom artistique c'est Jam. Je suis dessinateur de presse et je dessine toujours sur l'actualité. Avant, j'ai travaillé sur les papiers, scanner, refaire, retoucher, etc. Aujourd'hui, directement, je dessine sur mon tablette. Au départ, c'était désagréable parce que c'est comme dessiner sur un verre, par exemple, l'écran. Et donc, il n'y a pas de sens au départ. Mais maintenant, de plus en plus que je vois qu'il y a plein de facilités et arriver à différentes techniques, de plus en plus, pour moi, c'est un choix en fait. Vous allez nous montrer le dernier dessin que vous avez fait, c'est ça ? Oui, ce dernier dessin, c'était 13 avril et depuis quelques jours, il y a un accord, la paix entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et donc ça, c'est un sujet intéressant pour dessiner. Je vais décrire le dessin. Donc on voit deux hommes. Il y en a un qui a un turban noir, visiblement c'est un mollah iranien, et il y en a un autre qui a une djellaba blanche et puis un kéfier rouge et blanc. Qui sont ces deux personnages ? Alors, c'est deux pouvoirs régionaux du Moyen-Orient, l'Iran et l'Arabie Saoudite. Vous savez, depuis quelques années, qu'il y a des conflits, il y a des guerres entre deux de ces puissances régionales. Et alors, notamment, la terre de guerre, c'était en Yémen. C'est une guerre indirecte entre les deux, depuis 2015-2016, en fait. Et du coup, les deux, ils piétinent le Yémen, quoi. Oui, Ils marchent sur le Yémen, on voit du rouge, du sang, c'est écrit Yémen. En fait, dans ce dessin-là, j'estime que c'est le moment de l'accord, de embrasser, bisous, etc. Mais le problème en bas, c'est que derrière ou en dessous, c'est une histoire criminelle. Donc il y a des gens, il y a des réfugiés, il y a des morts, il y a des problèmes pour les enfants, pour les femmes, etc. Et alors, vous faites se télescoper cet accord-là avec un autre événement, parce que vous dites, donc c'est un accord, du coup c'est l'heure des bisous, mais ils se font un bisou un petit peu étrange, donc Ouais. le mollah il tire la langue, et la bouche de l'autre personnage est tout près de la langue du mollah. Alors ça parle de quoi ? Hier ou avant-hier, il y avait le Dalai Lama, il a publié un lettre ouverte de pardon à tout le monde parce que, vous savez, lui, il a, dans un événement particulier, il a tiré sa langue vers un garçon. Ça donne des mauvaises interprétations de sens pédophile sur un guide religieux. Et comme lui, avec un turban noir, c'est rôle-là, mais dans différents sens. Donc, c'était mélangé dans deux choses, mais c'est pas loin, en fait. Parce que tous les deux, ils sont des guides spirituels des gens, en fait, un peu. Comment vient l'inspiration, justement ? Comment vous choisissez de dessiner
sur tel événement, de le mêler à tel autre? Enfin, comment ça fonctionne? Parfois, il y a de commandes. Parfois aussi, je m'attire sur certains sujets. Par exemple, la semaine dernière, il y avait des histoires de Donald Trump. Donc, nous, comme dessinateurs, on a dessiné beaucoup sur lui parce que c'était quelque chose de vrai caricaturé. L'histoire de rôle, parfois, dans le sens satire pour nous. Trump, c'est un personnage qui est intéressant à dessiner, toujours? C'est ça, exactement. D'abord, son physique et un type de maquillage et de cheveux particulier que tout le monde sait. C'est facile à nous de donner un trait. Si je mets un peu de trait comme ses cheveux, c'est facile pour moi de présenter et tout le monde comprend que c'est Trump, etc. Mais par exemple, certains sujets ou certains personnages, ce n'est pas facile, donc on a besoin de travailler en plus, parfois réussi, parfois pas réussi. Qu'est-ce que c'est un dessin réussi, justement, pour vous? Fidélité de donner des informations claires d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé? Deuxième possibilité, comment on peut entrer dans un contexte pas sérieux, parce que c'est la base pour nous, c'est satire et caricature. Rire. Donc, si le sujet va bien adapter avec caricature et satire, plus donner un message clair et compréhensible pour tout le monde, ça, pour moi, c'est un réussi. Vous êtes à l'affût de l'actualité, vous lisez beaucoup de journaux, comment vous faites en fait? C'est ça, en fait, c'est que moi, j'ai commencé à dessiner et entrer dans ce domaine depuis 20 ans. Avant, moi, j'étais peintre, j'ai passé des études de l'art visuel, mais à la fin, j'ai choisi un domaine plus particulier, plus clair et ciblé sur mon plaisir parce que ça m'intéressait l'actualité plus l'art visuel. Et donc, pour retour à votre question, c'est que déjà, il y a des images chez les gens, mais moi, avec mon dessin, je donne quelque chose un peu différemment grâce à satire, parfois sur les sujets très secs ou compliqués. L'avantage de ce métier, c'est que facilité graphique, ça veut dire vraiment avec des certains traits ou certaines images ou certaines formes, on peut donner des informations sur un sujet compliqué. Quand vous dessinez, vous vous sentez comment? Moi, je pensais à une parole de Matisse qu'il a dit « Le meilleur espace devant un toile de peintre ». Ça, c'est un espace absolu de la paix. Dans la journée, on est lié à les actualités et c'est un moment de débrancher et retour dans le sens parfois spirituel, c'est plus proche de ça qu'on a besoin de calme, de silence, de réfléchir, etc. Dans ce sens, je crois qu'on est de même travail que les prêtres, par exemple, un peu. Ah oui, un dessinateur de presse, un caricaturiste et un prêtre, il y a quelque chose qui peut être similaire. C'est comme ça, l'artiste en général, silence, réfléchir, revoir des questions, relire, etc. C'est pareil un peu, je crois. Si j'ai bien compris, le dessin vient avant l'actualité. C'est après, petit à petit, que vous décidez de devenir dessinateur de presse. Mais au début, comment est né ce goût pour le dessin au point de vouloir en faire des études et un métier? En fait, moi, je suis né dans une famille nombreuse, 6 garçons. Mes parents, ils étaient analphabètes. Moi, je suis né en 1974. Je commençais à dessiner quand j'étais petit, vers 8 ou 9 ans. Et ma mère et mes parents, ils n'étaient pas contents de ça. Ils ne croyaient pas que ça, c'est un métier, ça, c'est quelque chose de sérieux pour un garçon. Moi, j'insistais. Eux aussi, ils n'étaient pas contents. Et c'est comme un montrer de mon identité. J'ai insisté sur cette question-là face à mes parents et mes frères. Pour mes frères, j'étais quelqu'un fragile et pour mes parents, c'était quelqu'un pas sérieux face à la vie.
Mais pour moi, je savais que j'ai un talent. Quand je dessine, je suis heureux. Spontanément, si je vois un crayon, je commence à faire des traits. Chaque fois que j'ai retrouvé des papiers, j'ai dessiné sur ça. Plus tard, au collège, il y a un professeur, il a dit, tu as un talent, tu peux dessiner, ça c'est un vrai métier, tu sais, ça c'est l'histoire de l'art. Il m'a expliqué des artistes comme Picasso, comme Van Gogh, des dessinateurs différents. Il a dit, je crois que tu ne doutes pas, c'est un talent et la qualité de main, chacun montre son talent en fait, c'est ça. C'est un bon conseil et c'est une belle personne. Et petit à petit, je suis entré dans l'école professionnelle de l'art. Et là-bas, j'étais brillant en fait. Par rapport à avant, j'étais un élève très sérieux, très fort, de faire mes devoirs et tout. C'était pas du tout pareil qu'avant. Donc, je savais que mon espace, il est là. Et après, plus tard, vite, je suis, à cause d'un concours très très dur, je suis entré dans Beaux-Arts de Téhéran. Après, je suis devenu professeur de Beaux-Arts aussi. C'est une réussite de ce domaine pour moi par rapport à ma situation d'avant. Les conditions d'exercice du métier de journaliste sont mauvaises dans 7 pays sur 10, selon le classement mondial de la liberté de la presse, publié par Reporters sans frontières en mai 2023. 180 pays sont évalués. La situation est estimée très grave dans 31, difficile dans 42, problématique dans 55, bonne ou plutôt bonne dans 52. L'Europe est la région du monde où les conditions d'exercice du journalisme sont les plus faciles, notamment au sein de l'Union européenne. Ce qui ne veut pas dire que des atteintes à la liberté de la presse n'existent pas sur notre continent. Les journalistes y sont parfois victimes d'intimidation et d'entraves à leur travail, de la part de lobbies ou des pouvoirs publics. La région du monde où la situation est la plus critique est le Maghreb-Moyen-Orient, suivi de près par l'Asie-Pacifique. En Syrie, au Yémen ou en Irak, de nombreux journalistes disparaissent ou sont pris en otage. En Birmanie, ils sont massivement emprisonnés. En Afghanistan, leurs conditions de travail ne cessent de se détériorer et les femmes journalistes ont été littéralement effacées de la vie publique. Selon Reporters sans frontières, en 2022, 55 journalistes et 4 collaborateurs des médias ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions dans le monde. Face à cette situation, pour certains et certaines, l'exil s'impose. On est alors journaliste en exil, mais pas que. Ali, deuxième. Je viens d'Iran, je suis dessinateur de presse et depuis 2015, je suis en France. Moi, j'étais prof de beaux-arts, plus dessinateur et graphiste pour les journaux. Que pour le dessinateur et pour le peintre, etc., réussir à vivre correctement, parfois, c'est pas facile. J'ai cherché un métier stable à côté et j'ai dessiné quand même. Ça veut dire, moi, j'étais prof de beaux-arts et plus dessinateur pour les journaux. Pourquoi, en 2015, vous quittez l'Iran ? Nous, comme dessinateurs de presse, on était toujours engagés au sujet politique. On est touché à l'histoire politique, rencontrer les gens politiques et critiquer de certaines décisions de l'État et de pouvoir. Notre journal a été connu quand même, mon dessin peut-être, et comme dans ce pays, ce n'est pas un système clair pour le respect de liberté d'expression et la démocratie, toujours on a été menacé par le pouvoir arbitraire. Ça veut dire de temps en temps
Les gens nous appelaient sur notre téléphone ou notre bureau et ils nous ont menacés pour certains sujets. Donc, on savait ça. On a des sens autocensure et des lignes rouges jusqu'à quel point on peut jouer. Malgré cette connaissance de la situation, on est entré dans une mauvaise histoire, menaçant, et finalement, ce n'était pas possible de continuer. Et à la fin, je m'arrête cette activité en Iran, et pour la chercher la liberté, ou peut-être d'ailleurs de possibilités de sauver ma talent, et plus positive pour la valeur humanité, j'ai décidé de quitter mon pays. Sauver son talent, sauver ce pourquoi on est fait, quelque part, c'est sauver sa vie, quoi. Oui, bien évidemment. Mais pour moi, c'était possible. Peut-être j'ai changé mon métier en Iran. Je deviens quelqu'un d'autre. Peut-être c'était une possibilité. Diminuer de risques et de problèmes. Mais la deuxième option, c'est que qui je suis et ma valeur, c'est quoi en fait, dans le sens humanité et de donner des points de vue sur la vie. Mon rôle, c'est quoi? Donc ça, c'est une question fondamentale et j'étais sûr que derrière moi, il y en a un talent et devant moi, il y a une responsabilité. Ça m'a tourné vers quelque chose de plus sérieux et radical, changement radical. Et vous arrivez en France, c'est un choix, la France? Non, comme presque toutes les personnes exilées, c'est que hasard. Tu cherches des solutions à droite, à gauche. À l'époque, je pensais à différentes possibilités et finalement, je suis tombé dans un contexte que c'est possible d'aller en France en tant qu'artiste exilé, etc. Et c'est comme ça que je suis entré dans ce pays. En Iran, au départ, je pensais à partir vers un pays que je connais un peu mieux. La France, pour moi, c'était peut-être 10e option, en fait, parce que la langue, la culture, etc. Vous savez, chez nous, on parle la deuxième langue qu'on prend à l'école, c'est l'anglais, en fait. La langue française, pour nous, c'était complètement étrange. C'est une langue complètement difficile. Ce n'est pas la même base. Donc, l'idée, c'est que comment je peux m'adapter avec une nouvelle situation, peut-être un pays voisin, alors où l'Irak, c'est catastrophe, l'Afghanistan, c'est bizarre, c'est encore pire que chez moi, à droite, à gauche, Turquie, non, etc. Et finalement, toujours grâce à Passor qui m'a donné des bons conseils. Et finalement, la France, c'était objectif pour moi. Et je suis arrivé en France à la fin 2014. Donc vous arrivez dans un pays dont vous ne connaissez pas du tout, cette langue qui vous paraît tellement étrangère. Vous vous souvenez des premières impressions? Est-ce que c'était aussi différent que ce que vous imaginiez? Qu'est-ce qui était bizarre? Qu'est-ce qui était aussi heureux? Pour répondre à cette question, il faut que je parle de mon caractère. Pour moi, la vie, c'est agréable grâce à l'art. La vie, c'est pas que sérieux que je vois chez d'autres personnes toujours fermées, etc. La vie, c'est une grâce, etc. de savoir. Donc, il y avait des problèmes derrière moi, il y avait la difficulté d'arriver et devant moi, il y avait beaucoup de choses inconnues en fait. Et je suis entré dans une ambiance complètement étrange. Mais pour moi, pour mon caractère en tant qu'artiste ou dessinateur, toujours aller au musée du Louvre, c'était un rêve. Moi, je dis, il faut que je vois d'abord le point positif. Après, peut-être négatif. C'est toujours comme ça. Pour voir un nouveau sujet, d'abord, on raconte des positifs. C'est un peu comme ça. Donc, pour moi, aller premier jour, aller au musée du Louvre, tranquille. Tout de suite, le premier jour, vous allez au Louvre? Directement. Je demandais parce que le musée du Louvre, tout le monde, musée du Louvre, musée du Louvre, musée du Louvre. Sur quel métro, etc. Je suis arrivé, ligne 1,
Palais Royal, Musée du Louvre, avec quelque chose comme ça, bon, c'était clair. Et pyramide d'entrée, c'était connu. Waouh, ça c'est moi devant ça, parce que quand j'étais étudiant de l'art, j'ai entendu beaucoup de choses. C'est un grand intéressant de voir des offres originales de près. C'était un moment paisible. Au milieu d'enfer, c'est un espace vraiment paisible, parce que quand j'étais occupé de voir les tableaux, notamment le premier parti que j'ai choisi, c'était parti d'Iran, chercher mon identité, qui je suis, etc. Ça commence à cette question-là pour moi. Donc c'est un voyage spirituel, je sais pas, c'est quelque chose de sens, retrouver moi-même. Et alors après la découverte du musée du Louvre, il faut petit à petit trouver votre place en France. Alors il faudrait des heures pour tout raconter, mais Exactement. Qu'est-ce que vous auriez envie de nous raconter de ces premières années, ces premiers mois-là? Peut-être mon conseil, ça donne d'autres ouvertures pour l'autre, peut-être un peu comme ça, c'est que pour moi, après le musée du Louvre, je dis, ok, c'est la réalité pour moi, c'est aujourd'hui, c'est comme ça. Je suis là, ça c'est mon bagage, ça c'est moi tout seul, et voilà toutes les choses que j'ai. Et donc, il faut chercher la solution d'être meilleur, d'être normal, de passer de cet passage compliqué. Et donc, à cette partie-là, ça commence dans le sens plus sérieux, chercher des solutions. Comment je peux faire? Ce soir, je sais que c'est tard pour faire grand-chose, mais cherche un coin pour dormir calme sur un carton, par exemple. Est-ce que déjà j'ai d'expérience comme ça? Pas du tout. Alors quoi? Il faut que je prenne un risque parce que je ne connais pas la sécurité, etc. Mais j'ai quelqu'un courageux. Ma vie, c'était toujours comme ça. La vie, pour tout le monde, c'est comme ça. Tu arrives à un moment dans un espace particulier et parfois, pour moi, c'était OK. Ce soir, dormir sur un carton dans la rue, il n'y a pas de problème. Et j'ai pas de choix. Ça commence comme ça. Après, de ma tête, je pensais que ça, c'est quelque chose, il faut, je passe. Cette étape, c'est là. Deuxième, c'est ça. Troisième, c'est ça. Sans doute, demande d'asile, il y a un chemin compliqué. Il faut que je m'adapte bien avec ma situation de chaque jour. Et pour les gens dans cette situation-là, chaque moment et chaque jour, c'est différent et particulier aussi. Dormir à la rue, ça a duré longtemps ou assez vite? Vous avez trouvé justement d'autres solutions pour passer aux étapes suivantes? Première nuit, je pensais que c'est que ce soir, mais ce n'est pas ça comme ça. Deuxième, troisième, une semaine, 2 semaines, finalement 3 mois. Mais le premier dormi dans la rue qui était triste et tout seul, etc. Le dernier, c'était complètement différent. J'étais vraiment heureux de passer la difficulté comme ça parce que j'ai ouvert mes yeux pour différentes réalités qu'avant, je ne savais pas. Je ne voyais pas de tout. La réalité de pauvreté, la réalité de vivre avec d'autres, l'entrée dans une ambiance inconnue, etc., etc. C'est toujours pour moi courage et à la fin, c'est important que j'ai passé comme ça pour ma vie. Et aussi, il y a quelque chose qui est important de dire, c'est que dans ce moment-là, que ma talent, mon sens artistique, c'est comme un volcan. Il a explosé incroyablement, que j'étais quelqu'un de très fort, à l'aise. Je croyais de moi-même plus sur ce sens-là, et ça, c'était magique de cette étape. Le jour 24 heures, pour moi, c'était plein de choses dedans, et ça, moi, j'étais intéressé d'enregistrer et donner mon point de vue. Je connaissais pas la langue et j'ai pas d'autre moyen. J'ai un crayon, j'ai un papier, dessiner, et c'est comme ça que j'ai commencé à dialoguer avec moi-même d'abord et peut-être avec d'autres comme ça.
Vos dessins d'aujourd'hui, ils sont nourris de cette expérience-là d'une certaine manière ? Beaucoup. Et par rapport à l'époque, c'est comme un démarrage fort. Parfois, j'ai peur de réduire en fait de cette énergie-là. J'espère que je garde cette énergie pour ma vie tout le temps. Ce que vous racontez là, vu de l'extérieur, on peut se dire vivre dans la rue, il n'y a pas beaucoup d'autres choses plus terribles que ça. Si on regarde où vous êtes aujourd'hui, là on se rencontre dans votre appartement, il y a votre épouse qui n'est pas loin, vous avez eu la nationalité française, on se dit c'est beaucoup mieux sa vie d'aujourd'hui. Or je crois que vous dites en fait c'est l'étape d'aujourd'hui qui est plus difficile presque. Bien sûr que c'est difficile, c'est en fait comme le chemin de la vie. Parfois peut-être c'est pas nécessaire de comparer l'un et l'autre. Chaque étape, chaque position, c'est différent. Et donc, aujourd'hui, j'ai besoin d'autre chose que hier. Parfois, tu retrouves facilement. Parfois, tu es dans une position pas tout à fait stable. Ça risque de tomber. Il y a plein de choses comme ça. Et aussi, en réalité, sur notre vie, c'est que comment je peux orienter, encore sauver ma talent dans un contexte plus professionnel et plus rigoureux face à mon activité. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est pouvoir vivre de ce talent-là, c'est ça ou... Ça, c'est une question. Il y a d'autres choses. Comment je vis avec ce talent et ce métier-là? Comment je peux m'adapter à ça par rapport à l'autre? Comment je peux ajouter quelque chose pour moi-même? En plus, il y a plein de choses. C'est une machine complexe de différents besoins. Au départ, quand j'étais dans la rue, peut-être pour ma besoin, c'est que comment je peux me laver, comment je mange, etc. Mais maintenant, comment je mange, mais c'est pas pour mon estomac, c'est pour mon cerveau. C'est pas pareil. C'est beaucoup plus complexe qu'hier. Si vous étiez resté en Iran, est-ce que vous pensez que ces questions-là se seraient posées de la même manière, ou est-ce qu'elles se posent de manière spécifique parce qu'il y a eu l'exil et... Pour moi, l'exil, c'est une mauvaise chose que petit à petit devient de meilleures choses. Pourquoi? Parce que c'était question sur moi-même et j'ai grandi dans ce chemin-là, en fait. J'ai beaucoup grandi. Peut-être si j'étais en Iran, quand je bougeais pas, la question c'est ça. Quand tu bouges, tu retrouves. Quand tu bouges pas, tu retrouves pas. Dans ce chemin, je retrouvais ma capacité, ma faiblesse, mon intelligence, mon bêtise, etc. Toujours entre les deux, toujours j'ai retrouvé plein de choses que, à la fin, c'est mon charge a été beaucoup plus riche. Ali, 3e. Je m'appelle Ali, je signe JAM, je suis dessinateur de presse et illustrateur. Je suis un dessinateur professionnel. J'aimerais montrer ma talent. J'ai passé dans plein de difficultés pour arriver à ce moment-là. Je suis comme un fruit. Avant, j'étais pas mûr, mais maintenant presque plus sucré qu'avant. Donc, j'aimerais montrer cette réussite. Je suis heureux que je peux montrer ma capacité, ma talent et je peux dialoguer avec d'autres dans ce contexte-là. Vous venez d'écouter Mais pas que, le podcast RCF qui va au-delà des préjugés. La saison 1, Exilés mais pas que, est coproduite avec JRS France. Pour découvrir d'autres portraits de personnes exilées mais pas que, rendez-vous sur le site rcf.fr, YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à faire connaître ce podcast autour de vous en le commentant, le partageant ou en laissant de petites étoiles sur les plateformes. Pour plus de récits de vie, il y a aussi tous nos autres podcasts, par exemple Les colères de l'abbé Pierre ou encore Sacrés aventuriers, le podcast familial qui donne foi en l'humanité. Bonne écoute!